Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu as ça dans ta Mangatech. Épisode un peu spécial aujourd'hui parce que tu l'as vu déjà, le décor est un peu différent d'habitude. Je suis pas tout seul, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce décor pour la première fois Louis. Merci Alexis, Je tu nous as mis bien Bah pour oui, les plantes. Tu le fais à chaque fois ça les plantes ou Non, c'est pas du vraiment tout. juste Red Flower, tu t'es dit faut Bah, que ce soit la jungle, tu vois. C'est ça, je me suis dit, déjà je suis pas mal un fan de plantes, j'ai beaucoup de plantes chez moi. Je me suis dit, bah tiens, on va essayer de faire un petit décor. Je trouve que ça rend bien en caméra. Il y a une petite énergie. Je confirme. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Louis, par hasard, vous le voyez ici, il y a deux magnifiques mangas, le tome 1 et le tome 2 de Red Flowers. Tu es tout simplement le mangaka de ces mangas. Voilà. Si on peut te présenter succinctement comme ça. Vous le savez, l'épisode de Pourquoi tu as ça dans ta Mangatech, normalement je vais poser des questions sur des mangas que tu as dans ta Mangatech. Souvent, les mangas vont être reliés à des questions. Faut que je me rappelle ce que j'aime. T'inquiète, j'ai travaillé un peu, j'ai Ah ouais, regardé vas-y, une masse de contenu, donc ça va pas être forcément une entrevue comme je te l'ai dit. T'inquiète. Si vous voulez connaître tout sur la vie de Louis, en tout cas une grande partie, Pain sur la planche, le podcast de Charles sera en description. Super podcast, C'est ça. où tu as eu en plus l'opportunité de faire une petite entrevue. Peut-être qu'on en parlera tout au long de cet épisode, mais bref, ce sera pas vraiment une entrevue, donc là vraiment ça va être une discussion sur des mangas qui t'ont inspiré, des mangas que tu as lus qui t'ont intéressé, et évidemment, vu qu'on a l'occasion, on va un peu parler de Red Flowers, que j'ai eu l'occasion de lire le tome 2 hier soir, pour être bien à jour, et parce qu'il est sorti le 31 mars au Canada. Parce que nous, ok d'accord, parce que je me disais attends, ça sonne pas bien, mais ouais, au Canada c'est sorti le 31 mars, donc c'est récent. C'est assez récent. C'est pour ça que la dame de Otaku tout à l'heure, elle m'a dit félicitations, et moi je disais merci, mais pourquoi en fait, je comprenais pas. Et en plus toi, ça fait un moment que tu l'as bouclé, j'imagine dans ta tête, ça doit faire peut-être plus d'1 an. Ça fait... Peut-être. Oula. Non. Je l'ai fini une semaine avant la deadline. Okay. Déjà, j'ai explosé la deadline. Il est sorti 6 mois en retard par rapport à quand est-ce qu'il devait sortir de base. Ah ouais. Donc non, bien en retard sur ce tome 2, faut pas mentir. Non, j'étais en retard. Je le voulais pour l'été dernier. Okay. Je le voulais pour l'été dernier. Il y a plusieurs choses qui se sont enchaînées qui ont fait que ça n'a pas été le cas, mais on l'a sorti pour Angoulême parce que c'est un bon coup de com et c'est l'occasion, quoi. Donc ouais, il est sorti en janvier, 22 janvier en France. T'es là dans le cadre d'un voyage international, un world tour. C'est ça, un world tour. Qu'est-ce que ça fait de faire des dédicaces à New York, à Québec? C'est spatial. C'est spatial. En fait, je réalise même pas. Je me baladais à New York et déjà j'étais surpris parce que c'est pas si différent, enfin c'est pas dépaysant comme je pensais que ça allait l'être. Donc les bâtiments sont gigantesques, tout est x10 comparé à ce que je connais de Paris ou de la France. Mais j'avais du mal à internaliser le fait que je suis à l'autre bout du monde, première fois en Amérique, première fois aux States, à New York, puis la semaine d'après j'ai enchaîné avec Washington, puis là je suis à Montréal, demain Québec, ensuite la Suisse, ensuite le Japon. Genre vraiment cette tournée elle s'est enchaînée comme ça. J'ai du mal à me rendre compte, ça va trop vite. Je kiffe chaque moment, mais c'est un rythme effréné, c'est un enchaînement de rencontres, de bonjours, d'activités, de rencontres scolaires, de dédicaces, de lecteurs, de repas, d'auteurs. Je suis en mode fou. Et je pense qu'à un moment, il faudrait que je prenne un temps pour me poser chez moi et juste souffler et me dire c'est incroyable ce qui se passe cette année pour Red Flower, c'est incroyable la réception de la série, c'est incroyable le soutien des lecteurs et les invitations partout dans le monde. Je pensais pas vivre ça si tôt dans ma carrière. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, surtout que tu t'es lancé il y a quoi, 5 ans ? Ouais, en auto-édition, oui. En auto-édition. Oui. Et il y a 3 ans chez Glénat, ouais. Ouais, puis en plus, parce que j'ai écouté beaucoup d'entrevues de toi et de ce que j'ai compris, quand toi, ton rêve, c'était pas forcément le manga, mais c'était raconter des histoires. Voilà. C'était vraiment... Le manga, c'est le médium pour raconter des histoires, mais toi, tu veux vraiment raconter des histoires. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, je pense qu'on pourrait présenter à Red Flower à certains qui n'auraient pas sauté le pas, qui est un manga où on va suivre un certain Kelly. Voilà. Qui, lui, son indo, son rêve. Son indo, ouais, c'est ça. C'est de devenir pas de devenir un homme, mais d'apprendre le katafali. Et pour lui, le katafali, c'est vraiment sa perception, ce qui n'est pas forcément la réalité, c'est devenir un homme. C'est ça. Être fort. C'est ça. Ouais, c'est assez nébuleux parce qu'on aborde l'histoire du point de vue du jeune garçon qui veut être un adulte, qui veut être un homme, qui veut être comme son grand frère. Il se dit, oh là, mon grand frère, il est génial, il est grand, il est fort, tout le monde l'adore. Et assez naïvement, lui, il a résumé la chose à pratiquer les arts martiaux de la même manière que son grand frère. C'est un peu le stéréotype du jeune garçon qui voit... c'est un peu...
la relation Itachi-Sasuke, tu vois, Ouais, genre le l'émulation grand qu'il y a au niveau du petit frère, ou alors prisonnier Riku aussi, j'adore la dynamique entre les jeunes et le prisonnier là. Et oui, on va se rendre compte qu'en fait, non, bah, être un adulte, grandir, devenir un homme dans la société, qu'est-ce que c'est que les responsabilités, qu'est-ce que c'est que la part de non-violence. Et donc on va suivre cette histoire qui est au final un conte initiatique, hein, c'est le passage à l'âge adulte, c'est un peu Kirikou, c'est un peu Naruto, tu vois, et ça va se faire en 5 tomes. Donc c'est l'histoire sur laquelle je me suis embarqué, quoi. Ouais, c'est confirmé, c'est 5 tomes, il y aura... Ouais, bah je l'ai vendu comme ça, moi, à Glénat, je leur ai dit dès le début que je voyais l'histoire en 5 tomes. Au début, je voulais 3 tomes, parce que traditionnellement en France, tu sais que quand on signe un manga, les éditeurs, ils sont frileux au-delà de 3 tomes, mais quand j'ai écrit cette histoire et que j'ai fait tout le découpage du texte et tout, je me suis dit, en vrai, je pense que ça tient pas en 3 tomes, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais proposer à Glénat, et 5 tomes, ça leur a plu, ils ont acheté 5 tomes, je trouve ça élégant. Ouais. Je trouve ça élégant, 5 tomes, tu vois. Ouais, en plus, t'as raison, et tu dis souvent que tu veux pas faire le One Piece français Ouais. en rallongeant les tomes. Je me répète souvent. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de le faire en entrevue, parce que je sais ce que ça peut être les entrevues, et j'ai pas envie de te faire répéter, mais c'est ça, et je trouve que c'est bien, et c'est un conseil que tu donnes aussi, c'est de se focuser sur une histoire courte aussi, parce que rien que quand t'es auteur, tu sais, ça fait, mine de rien, ça fait pas si longtemps que tu fais du manga, ça fait pas si longtemps que tu décides, même si je suis choqué quand même du niveau que t'as pris en si peu de temps. Merci. Et c'est ça fait pas si longtemps que tu racontes des histoires, même si ça, c'est pas forcément tes premiers mangas. J'ai eu l'occasion là de te prendre un Red Flowers Stories qui est vraiment... Alors, je pense pas que c'est ton premier manga, tu as dû faire des petites histoires. J'ai fait des one-shots. Ouais, des one-shots avant, mais c'est ton premier projet d'auto-édition. Et c'est ce qui t'a permis, mine de rien, de te faire connaître, de te créer une petite communauté. Et qui t'a permis aussi de sortir Red Flowers, qui est un peu dans le même univers, enfin qui est complètement dans le même univers. C'est complètement le même univers, hein. Ça c'est des hors-séries. Et puis là, ce que tu as chez Glénat, c'est la série en 5 tomes. Donc je l'ai fait un peu à l'envers, j'ai sorti les hors-séries avant la série principale. Mais en fait, ça m'a permis de développer l'univers. Chaque chapitre que je créais m'a permis de creuser un personnage, m'a permis de creuser un aspect de cet univers, que ce soit à travers les arts martiaux, il y a une histoire sur le vaudou, il y a une histoire sur les contes traditionnels. Et chaque personnage que je développais me permettait de mieux comprendre cette histoire que je voulais raconter. Et donc j'ai beaucoup aimé la construire comme ça, dans ce sens-là. Ouais, puis en plus c'est un conseil vraiment pour les jeunes auteurs, c'est de se lancer dans une histoire, de se faire ses armes avec des histoires courtes. Ça te permet aussi de voir ce qui marche pas. Toi là en l'occurrence, ça t'a permis un peu de créer une histoire, un univers, de créer ton propre univers où tu as mis beaucoup de tes expériences personnelles en fait. C'est ça. Je sais pas si tu peux un peu nous parler un peu de... Ouais, mais les gens, en fait, ils sont surpris à quel point tout ce que je raconte, c'est inspiré de vraies anecdotes. Et je mets n'importe qui au défi de me relever un moment de mon récit où je peux pas faire le lien directement avec un truc que j'ai vécu. Donc au final, j'invente quasi rien. Ouais. C'est juste que je romance, je retravaille, je retranscris, je remix tous les événements de ma jeunesse, hein, que ce soit les arts martiaux que j'ai pratiqués, les sorciers vaudous que j'ai connus, parce qu'au Ghana, on a une grosse tradition de spiritualisme, de vaudou, de sorcellerie et tout. Bah, en Guadeloupe, donc toi, tu vois exactement de quoi je parle. Les sacs avec les poulets. Voilà, les gris-gris, les amulettes, les statuettes, les masques et tout. Et donc, tout ce que je raconte, c'est des trucs que j'ai vécu, tu vois. Et donc, non, mais c'est vraiment, j'y mets toute mon expérience, toute ma culture, tous les trucs que je kiffe, moi. Bah, j'adore les arts martiaux, j'adore le sumo, donc j'ai mis du sumo, j'adore la capoeira, j'adore des trucs comme ça. Donc, ouais, puis c'est aussi la chef que tu as tapée. La quoi? La chèvre. Ah oui, la chèvre que j'ai tapée, voilà, qui au final m'a servi pour les gorilles et certaines thématiques, le relationnel à la nature et tout. Donc ouais, carrément. Et tu as beaucoup d'expériences qui viennent de l'enfance, mais est-ce que là, depuis que tu fais beaucoup de conventions, tu as rencontré beaucoup d'auteurs aussi, est-ce que tu as des nouvelles expériences qui sont arrivées il y a genre ces 3 dernières années aussi que tu mets dedans, ou c'est vraiment plus que toi tu as vécu quand tu étais, ou ta perception quand tu étais jeune? Ouais, j'avoue que l'histoire elle est basée vraiment sur ma jeunesse, donc non, en vrai, l'inception de l'histoire est basée sur cette volonté de Kelly de devenir un adulte. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup de creuser, parce que moi aussi j'ai eu et j'ai toujours envie de grandir et de devenir un homme et d'intégrer une société ou de trouver ma place dans ce milieu, tu vois. Ça peut être aussi un lien avec mon travail. Mais par exemple, le tome 2, pour ceux qui l'ont lu, ça va parler de Yao et la pression qu'il ressent de la part des attentes des villageois envers lui, tu vois. Tout le monde dit ouais, Yao c'est le plus grand, c'est le plus fort, on a tellement d'attentes de lui. Et après on voit
le personnage qui commence à montrer des failles, tu vois. Faiblesses, Ouais, on voit ses faiblesses. Et les lecteurs, ils étaient surpris. Il y en a, ils étaient un peu paniqués. Ils me disaient non, Yao et tout, il a des défauts. Mais je fais, mais c'est ça qui est intéressant sur un personnage, c'est qu'il ait des défauts. Il y en a beaucoup qui ont apprécié ça. Et donc ça, c'est quelque chose de très récent pour moi. Le retard qu'il y a eu sur le tome 2 était directement lié au fait que la réception du tome 1, pour moi, était tellement incroyable que je me suis laissé emporter par le truc. J'étais en mode, oh là là, il faut que je fasse plus grand, plus fort, plus beau les dessins, plus grand le tome, plus de détails, plus de... Et j'ai oublié que ça a un coût en temps, ça a un coût en énergie. Je suis passé de mes pages dans le tome 1, je les faisais peut-être des fois en 8-9 heures, là je suis passé à 12 heures la page, ça a doublé presque le temps de travail que j'avais sur les trames, sur le dessin, sur les décors, je me suis retrouvé avec une charge de travail, puis en plus j'avais commencé le tome comme ça, donc il fallait que ce soit cohérent tout le long. Et là c'est moi qui me dis, mais en fait tu t'es trop laissé hyper par les lecteurs, tu peux pas faire ça, tu peux pas te laisser influencer, il faut vraiment le truc qui soit comme toi. Et donc je vivais vraiment cette pression de, en fait c'était cool de vivre ce que j'imagine vivait Yao, à qui on disait t'es grand, t'es génial, tu vois, mais qui lui ressent la pression de ouf de performer, parce que moi à la base je voulais juste faire ma série, et puis le tome 1 c'est ma première série, sélection pour le prix jeunesse à Angoulême, donc ça moi grosse surprise, et du coup je dis en fait trop bien, mais après du coup derrière il y a des attentes, donc ça c'est vachement récent, tu vois, ça c'est un truc qui m'a aidé à écrire le personnage de Yao dans le tome 2 parce que j'étais en train de vivre, voilà. T'as un peu retranscrit ce que tu vivais à travers Yao. C'est ça. Et c'est marrant que tu dis ça parce que, sans spoiler vraiment, mais Yao, il subit un revers quand même assez important. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui... Genre... Je me suis pris le burn-out dans la gueule, moi, je suis fatigué, gars. Je suis épuisé. Mais il faut que je continue, on n'a pas le choix, tu vois. Moi, je veux que le tome 3, il sorte dans les temps, en fait. Je veux avancer. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai la gestion de ma fatigue, j'ai la gestion de... J'ai envie de me rendre disponible, je reçois je ne sais pas combien de messages par jour sur les réseaux, les gens qui veulent savoir ci et ça, je réponds plus, même quand c'est des messages gentils. Je suis très actif, je partage mes stories, mais c'est parce que je procrastine, tu vois. Mais pour répondre aux messages, les gens ils veulent savoir ci ou ça, je peux plus répondre, ou même pour me dire on a bien aimé, des messages hyper bienveillants, je me sens trop mal, mais c'est ça la gestion de cette culpabilité de me protéger moi et de ne pas être disponible H24 à ces milliers de lecteurs qui me disent plein de trucs en fait. Et donc ça c'est un apprentissage. Donc, Peut-être que tu te sens aussi redevable avec... Parce que c'est genre les mangaka français qui vivent de leur passion se comptent probablement sur le doigt de main. Ouais. C'est très... Donc c'est quand même une opportunité. On n'est pas beaucoup, ça arrive, mais ouais, on n'est pas beaucoup, tu vois. Donc tu as peut-être aussi cette pression de te dire, j'ai eu la chance, l'opportunité que tu t'es créée aussi, il faut le dire, c'est du travail. Ouais. Mais maintenant que tu es là, que ça se vend, qu'il y a des gens qui consultent, peut-être que tu as aussi ce côté où tu as envie de pas les décevoir, quoi. Oui, déjà clairement, et puis surtout, même au-delà du fait que les mangas français ou quoi, surtout en venant d'où je viens au Ghana, en Afrique de l'Ouest, d'avoir vu des gens qui ont, entre guillemets, un vrai métier ou des vraies difficultés dans la vie, tu vois. J'ai grandi avec des communautés de pêcheurs, des gens qui doivent aller pêcher ce qu'ils vont manger le soir même, des vies rudes, tu vois. Ils se lèvent à 4 heures. Il y a eu plusieurs années de ma vie où je vivais dans un village, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, on devait aller chercher l'eau dans des seaux sur notre tête, comme ça, la ramener à la maison, et si tu fournissais pas cet effort-là, tu n'avais pas d'eau pour faire ta vaisselle, tu n'avais pas d'eau pour cuisiner, tu n'avais pas. Et donc, vraiment, où tu as du travail à fournir pour vivre au quotidien. Fast forward, quelques mois plus tard, je suis en France, où tout est disponible, accessible au supermarché, je me retrouvais en terrasse à boire un petit café, et le décalage mental de me dire, c'est quoi ces deux univers, ces deux vies que j'ai vécues, j'avais l'impression de ne pas être la même personne. Et donc j'avais beaucoup de culpabilité de me dire j'ai quitté ce monde-là et aujourd'hui j'avais la sensation et j'ai toujours la sensation d'être hyper égoïste, de poursuivre un travail comme ça qui est hyper privilégié au final, tu vois, c'est un travail où tu vis dans une société qui te permet de faire de l'art, qui te permet de faire quelque chose qui est au final du luxe. C'est quelque chose avec lequel j'ai encore beaucoup de mal parce que j'ai grandi et j'ai connu des enfants qui ont été vendus par leur famille en esclavage et qui n'ont fait ça toute leur vie. Okay. Et donc j'ai rencontré ces gosses-là, je me suis lié d'amitié avec eux, j'ai vécu avec eux quelques temps, et j'ai vu leur quotidien, et aujourd'hui, quand j'ai des problèmes, je me dis, c'est pas des problèmes, tu vois. Ouais. Et d'avoir ce décalage-là,
c'est encore quelque chose qui me pèse énormément chaque jour. Ouais. Et donc, quand je me sens en burn-out et que je suis en mode, oh, je suis Tu te fatigué. dis que t'as pas le droit. Ouais, en fait, voilà, tu vois. Je suis fatigué, j'ai trop dessiné. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, c'est des vrais trucs que tu ressens aussi. C'est sûr que si tu te projettes sur, bah, tu vois, ce que tu dis, c'est quand même assez, c'est ouf, tu sais, c'est sûr quand tu te dis, enfin, tu sais, genre, il y en a qui vont se lever à 4 h du matin, tu te dis, ça va être dur, mais c'est vrai que si tu relativises, tu te dis, bah, surtout avec les rencontres que tu as pu faire, t'as pas du tout le même rapport à la difficulté. Ça, je me dis de quel droit je me plains, de quel droit je me sens fatigué. Puis il y a aussi juste la comparaison à mon père qui travaille énormément, mon père qui est dans l'humanitaire, mon père qui développe des projets pour sortir les gens de la pauvreté, pour lutter contre l'analphabétisme, qui fait tous ces trucs-là et qui, il a 60 ans et quelques, mon père maintenant, il est toujours aussi actif. Je me dis, mais si lui, il est pas couché, moi, je peux pas me coucher, tu vois. Et donc, c'est un peu ça la base, en fait, je continue à travailler, tu vois. C'est pour ça que j'enchaîne, c'est pour ça que je ralentis pas. Mais il y a la réalité à un moment, c'est vrai que mon corps, il va peut-être lâcher, parce que là, ces temps-ci, j'enchaîne beaucoup les déplacements. Là, en 2 ans, j'ai dû Moi, ça faire, m'a choqué ouais. quand j'ai écouté un peu tout ce que tu faisais, le nombre de conventions que tu as pu faire depuis le début de ce projet, et même avant. Et même avant, ouais. Ouais. Bah écoute, mais ça, je vais balancer le truc, c'est la faute à Renaud, ça. C'est la faute à Renaud Lemaire, pour ceux qui, ceux qui connaissent l'auteur de Dreamland. Parce que lui, il dit toujours des dingueries et à la moitié du temps, il est pas sérieux. Sauf que moi, à l'époque, je l'ai pris au sérieux. Ouais, parce qu'il m'a dit, ouais, la première année où je faisais Dreamland, j'ai fait. Il m'a balancé un chiffre. Il m'a dit, genre, 60 conventions dans l'année. J'ai fait, ah ouais, donc, jure. C'est ton objectif. Je lui dis, ah ouais, jure. Je vais faire plus. Et ouais, et je suis en mode, je vais partir, je vais battre le record, tu vois. Et donc, j'ai fait, pendant 2-3 ans, j'ai fait 2 salons par week-end. Donc, ça fait, depuis 2023, j'ai fait 140 festivals. Plus les interventions scolaires et les déplacements et tout. Ce qui se voit pas en plus, ouais. Et ouais, voilà. Et après, je l'ai recroisé, il m'a fait, bah non. Je dis, mais. Ah ouais, non, mais. Bah, donc, après, ça a aidé la série. Je cache pas que le démarrage qu'on a fait sur Red Flower, il a été en grosse partie dû à je pense, à ma présence. Puis même, tu t'es fait un peu connaître aussi par Glénat, peut-être à travers des rencontres, je suis sûr qu'ils m'ont vu à une Japan Expo ou croisé sur un stand. Tu sais, les éditeurs, ils sont à l'affût des nouveaux dessinateurs. Puis c'est rare que Glénat fasse du manga français. En tout cas, récemment, j'ai peut-être pas digué le sujet, mais c'est pas forcément l'éditeur auquel je pense quand je pense manga français. C'est vrai, c'est plus en commun ça. Mais non, mais après, ils font des trucs. Il y a une année où ils en ont fait plein là, avec des titres. Mais là, ces temps-ci, je sens qu'ils ont envie d'accompagner un projet correctement. Et c'est ce que j'apprécie. C'est pour ça que je suis allé chez Glénat, parce qu'il y avait vraiment la volonté de faire un projet bien, de bien l'accompagner. Et depuis que je suis là-bas, je sens que le projet, il est bien amené. Ils ont fait la publicité, ils ont fait ce qu'il fallait. Et que la série, au final, ben, elle fait son petit bout de chemin. On a fait un bon démarrage, quoi. Ouais. Il t'avait proposé sûrement de faire une réédition des stories, non, à la base? Oui. C'est moi qui ai refusé ça, il me semble, parce que comme ça a été fait par Ulule, je trouvais pas ça pertinent. Je me disais non, mes lecteurs ils ont financé le truc, c'est un projet communautaire à la base. J'ai pas envie de le rééditer, j'ai pas envie de dire aux gens racheter ça sous un autre format ou ça me bottait pas. Et de toute façon j'avais une autre histoire, j'avais envie de bouger, j'avais envie de passer à autre chose. Donc je leur ai dit Red Flower, j'ai une histoire, une grosse histoire, 5 tomes, est-ce qu'on ferait pas plutôt ça? Et le projet leur a plu. Et ils m'ont proposé un beau projet aussi. C'était ça qui était important pour moi, c'est de savoir que mon éditeur était bien en accord avec ma vision du truc. Okay. Et ça m'a plu ce qu'ils m'ont proposé, donc j'ai signé chez eux. Puis, quand tu as signé ces 5 mangas, toi, ton souhait, c'est de faire des histoires. Et j'ai pas forcément envie de te parler de la suite parce que déjà, tu sais, c'est le projet en cours et tout ça, mais si on se projette un petit peu, tu te verrais continuer dans le manga? Ou alors toi, tu veux juste être peut-être scénariste, ou alors ça peut être d'autres projets? Je veux raconter des histoires. Ouais. Peu importe le format. Là, ma dernière obsession récemment, là, j'ai fait un jeu de rôle récemment. J'ai participé à un jeu de rôle. Et ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais raconter une histoire en jeu de rôle. J'aimerais que la prochaine histoire de Red Flower, mes lecteurs, ils puissent la vivre. Tu vois ce que je veux dire? Avec un espèce de coffret, avec des petites figurines qu'on pourrait offrir, genre voici Kelly, voici machin, voici des fiches de personnages, voici des fiches de monstres, voici des fiches d'univers et tout. Et j'aimerais trop que les gens puissent raconter leur propre histoire dans cet univers. Et au passage, comme je le fais aujourd'hui, raconter encore des éléments de ma culture. Comme ça, on prend une petite fiche machin, t'en apprends un peu sur le Ghana, tu racontes ton histoire, tu te renseignes.
permettre aux gens de créer avec mon univers, ce serait le must. Et donc, c'est une autre façon de raconter. J'adore les jeux narratifs. Il y a des jeux vidéo aujourd'hui où tu vis une histoire à travers le jeu vidéo. C'est plus narratif que du gameplay. Ça, c'est une autre façon de raconter. J'adore les romans graphiques, j'adore le cinéma d'animation, j'adore le théâtre. Est-ce qu'il n'y a pas 3000 façons différentes? Et chaque façon, en fait, chaque histoire appelle un format particulier. Donc peut-être que j'ai des histoires plus tard qui ne m'intéressent pas en manga, mais que par exemple, je vois bien en webtoon ou en livre illustré. Ou, tu vois, genre, il y a tellement d'idées que je sais que je raconterai toute ma vie, mais peut-être qu'un jour, le manga sera plus trop mon truc, tu vois. Et t'as pas peur que, vu que t'as un peu créé on va dire ta fanbase, les gens qui te suivent autour du manga, t'as pas peur que si tu t'en lances dans un autre médium, bon alors si c'est le webtoon, ça va, c'est encore rapproché, mais par exemple un jeu de rôle, je sais pas, une pièce de théâtre, un mini-film, tu sais, t'as pas peur que... Il y a des trucs qui seront plus niches que d'autres, je te cache pas. Mais je pense que quelqu'un qui lit du manga, si je lui dis qu'il y a un animé Red Flower qui sort, il va aller voir. Voilà. Je pense que, même le jeu de rôle, je pense que ce sera un peu plus niche, mais je trouve que ça va intéresser des gens. J'en ferai pas mon projet, je ferai pas ça toute ma carrière, mais voilà. Mais non, je pense que, même, alors regarde, anecdote, je lisais Solo Leveling, pour bien être dans les clichés, et à un moment, j'en suis arrivé à la fin de ce que publiait l'auteur en webtoon. J'avais tellement envie de la suite que je suis allé lire le light novel. J'avais jamais lu un light novel de ma vie, donc j'ai découvert le format, j'ai découvert la façon de raconter en light novel, et j'ai beaucoup kiffé. Et donc je me dis que quelqu'un qui découvre mon univers et qui veut découvrir les autres façons que le cross-média, en fait, c'est un truc que j'ai appris récemment. Le cross-média, c'est puissant parce que du coup, ça te permet une autre immersion dans cet univers. Si tu kiffes l'univers, je pense que peu importe le format que je te propose, tu vas être curieux, tu vois. Et donc, si j'écris un petit light novel Red Flower pour juste une histoire de plus, ou je fais un jeu de cartes, je balance tout, mais balance tous tes projets. Mais j'adorerais faire un jeu de cartes Red Flower. Mais j'adorerais faire un jeu de cartes Red Flower. Ça fait longtemps que j'en parle. Oui, un TCG Red Flower, j'adorerais, tu vois. Il y a trop de trucs, Et moi, ce qui m'intéresse dans tous ces trucs-là, c'est l'histoire. C'est pas juste un simple TCG pour faire des cartes et on se les balance. Non, je veux qu'il y ait un aspect narratif. Je veux qu'il y ait ce côté où on partage des contes, des légendes. Je veux qu'on raconte un truc. Tu te verrais quitter l'univers de Red Flower pour un autre projet? Ah oui, de fou, hein. D'ailleurs j'ai hâte. Non, je rigole. Non, j'ai clairement plein d'univers à explorer, avec plein de thèmes différents. Et oui, j'ai prévu de quitter l'univers de Red Flower. Cet univers, il me tient à cœur, mais c'est un univers que j'ai réfléchi très particulièrement pour être le premier truc que je fais dans le manga. Je me disais, pour commencer, il faut raconter quelque chose qui vient du cœur, il faut raconter quelque chose de sincère, quelque chose de vendeur, quelque chose qu'on ne connaît pas aussi. Et donc cet univers, il était vraiment... au croisement de tous ces besoins-là. Mais j'ai d'autres univers un petit peu plus classiques. Hein. J'ai de la post-apo, j'ai... Garde pour toi. Oui, j'avoue. Alors, mes projets, un projet... Voilà. Non, mais non, j'ai plein de trucs. C'est grave intéressant. Puis, donc, je l'ai dit un peu en début de vidéo, mais tu as appris à dessiner assez récemment. Bon, il y a 10 ans maintenant, on va pas me rajeunir non plus, mais il y a 10 ans. C'est vrai que... Mais je trouve ça fou, moi, de se dire, ok, pour raconter mes histoires, je vais passer par le manga, parce que c'est ce que tu as un peu connu aussi quand tu étais jeune. Tu étais un peu, j'imagine, comme beaucoup de gens, quand on a lu nos premiers mangas, on voulait devenir mangaka, tu vois. Moi aussi, j'ai des petits dessins de petites histoires et tout ça, parce que voilà, Naruto, c'était mon kiff. Quand j'ai découvert Naruto, j'étais obnubilé par ça et je voulais devenir mangaka. Il y en a qui vont jusqu'au bout de leurs idées, mais je trouve ça fou quand même que tu t'es dit, bon, vas-y, je vais raconter mes histoires, je vais apprendre à dessiner. Et genre que 10 ans après, tu vois, t'arrives quand même à avoir un niveau qui est... Enfin, moi, tu sais, genre, c'est pas parce que t'es là et tout, et je pourrais être sincère, je trouve que t'as un niveau de dessin quand même qui est assez fou. T'as même un style aussi propre à toi, même si c'est... Genre vraiment, tu mets un manga japonais, tu mets ce manga, tu peux pas... Il y aura des différences, c'est surtout... Bon, parce que même chez les japonais, il y a des différences, tu vois. Mais je trouve quand même que t'as un niveau de mangaka, c'est du manga. C'est très gentil. Mais après, je pense que mon style de dessin, il vient du fait que comme j'ai pas baigné dans le manga quand j'étais gosse, j'ai pas cette nostalgie que peuvent avoir certaines personnes pour un tel ou tel auteur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des auteurs où tu regardes leur travail et tu dis, ah mais toi, tu fais vraiment Dragon Ball quand t'étais gosse, où ça se voit que toi, t'as vraiment bossé les codes de Seven Deadly Sins, tu vois. Comme j'ai un peu découvert tout en même temps, mais vraiment tout, j'ai découvert Death Note en même temps que Shaman King, en même temps que Gun, en même temps que Berserk, en même temps que... c'est quoi le truc avec les aliens en 3D là?
Gantz, Gantz. en même temps que Dragon Ball, en même temps que Naruto. J'ai découvert tous les styles d'un coup. Ouais, c'est ça, qu'en fait, j'ai fait un espèce d'amalgame de tout ce qui me plaisait, j'ai pioché par-ci par-là, et donc ça donne un style qui au final, je pense, ressemble un petit peu à tout et un petit peu à rien. Parce qu'on me dit souvent, voilà, le style graphique, il est très unique, bah, j'apprécie, mais c'est aussi parce que j'essaie de rester un petit peu dans ce que je kiffe. En fait, ma ligne directrice, c'est je fais ce que je kiffe. J'ai la flemme, tu vois, genre si j'aime pas un truc, je le mets pas. J'aime pas faire la perspective, t'as pas vu un seul bâtiment. Les décors sont un peu moins... Ils sont un petit peu... voilà. Ouais. Mais ouais, après, oui, c'est vrai que le dessin... Alors, quand j'étais gosse, entre guillemets, je savais que je savais dessiner, tu vois ce que je veux dire? Parce que en classe, un jour, j'ai dû dessiner un truc et tout le monde m'a dit « Waouh, incroyable », tu vois, mais sans plus. Mais dès lors que j'ai décidé que j'allais en faire mon métier, c'est là où je me suis dit « Ok, tu t'y mets à fond, quel est le niveau nécessaire ?» Et en fait, ça, je l'ai appris en venant en France. Parce que moi, assez naïvement, au Ghana, je me dis... ouais, je vais être mangaka, tranquille, je sais dessiner. Et j'arrive en France et je regarde et je découvre le travail des autres et je fais ah, aussi, en fait, je sais pas dessiner, tu vois. Et donc je dis bon, stop, on met un stop là. Je vais prendre le temps qu'il faut pour m'améliorer. Et donc pendant 3 ans, j'ai fait des one-shots. De 2015 à 2018, je fais des one-shots. Je me suis amélioré petit à petit. Et à chaque fois, je validais avec les gens, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait l'auto-édition, c'est parce que je voulais montrer aux gens qu'est-ce que tu penses de ça. Ah, ok. C'est moi, en fait, j'ai besoin de feedback à chaque fois. Je suis un peu... j'apprends par répétition et par erreur. Et donc, je montre, j'ai du feedback, je montre, j'ai du feedback. Et quand le feedback me disait, ok, non, t'as un niveau en mode, bah, je vois pas la différence entre ce que tu fais et ce qu'il y a dans tel ou tel manga japonais, je me dis, ok, là, ça commence à être quelque chose. Tu vois, moi, je vois toujours les défauts, mais je fais confiance au lecteur. Tu dessines en numérique? Maintenant, ouais. Sur Procreate? Maintenant, ouais. Non, alors oui et non. Je commence le crayonné sur Procreate et je termine l'ancrage sur Clip Studio Paint. Ah, ok. Ouais. J'ai Clip Studio installé, moi, pour un projet aussi sur le PC, donc j'essaye d'un peu d'apprendre. Il est... Bah, c'est le meilleur programme à mon sens. Ouais. Il est vraiment bien. Moi, c'est plus... ça, c'est vraiment une exclue, mais c'est plus pour du lettrage. Et pour le coup, je trouve pas que Clip ce soit la meilleure chose pour le lettrage. Ouais, j'ai trouvé d'autres programmes plus intuitifs. Après, ça s'est amélioré depuis, mais c'est vrai que les premières fois que je faisais du lettrage sur Clip, qu'est-ce que je galérais parce qu'on pouvait pas tourner le texte et tout, c'était un peu galère. Okay. Aujourd'hui, ils sont vachement mis à jour, mais à l'époque, j'étais un peu frustré. Ok. Mais donc, tu dessines dans le numérique. Combien de temps ça te prend à peu près pour faire une planche basique, genre, enfin classique? Bah 10 heures du coup. 10 heures en sachant que moi je prends plus de temps au storyboard qu'au dessin. Okay. Donc déjà, sur chaque page, j'ai bien passé 3-4 heures à la storyboarder. C'est extrêmement long. Ah ouais, non, même pour moi, le cadrage, c'est la base du manga. C'est mon obsession. C'est ce qui fait que j'adore ce médium. Voilà, c'est la composition, c'est les enchaînements de cases, le rythme narratif, les plans séquences, tout ça. Je suis obsédé par l'idée de raconter efficacement, tu vois, j'ai besoin que ce soit, et donc je me fais un mal de fou à ce que ce soit bien cadré. La lecture, elle doit être fluide, parfaite. Et ensuite, une fois que j'ai bien souffert, bah là, il faut que j'exécute ma vision, et donc un crayonné, en général, d'une page, ça me prend 1 heure. L'ancrage va me prendre 2 heures, donc là, on est déjà, quoi, 3 plus 1 plus 2... 5, merci. Non, 6 et quelques. Plus allez, 1 heure de trame et tout, maintenant ça me prend un peu plus de temps, puis après des retouches et tout. Donc on va être à 8-9 heures de travail par planche, un petit peu plus si la page est complexe, un petit peu moins si voilà, mais j'ai déjà passé des jours entiers sur une page de storyboard. De storyboard. Le storyboard me prend un temps fou. Là, donc à l'heure où on se parle, on est genre en avril, on est le 10 avril. Ouais. Le storyboard il est vraiment avancé sur Red Flower. Chose qui fâche. Je suis pas Glénat, oui, c'est... Non, mais je serais curieux de savoir si, au niveau de l'exécution, si tu as fait, en gros, c'était ça ma question, si tu avais déjà fait tout le process de storyboard et ensuite tu fais l'ancrage, tout ça. Mais non. Ah, parce que non, je storyboard, ensuite je crayonne, ensuite j'encre. Okay. Il y a 3 phases pour moi. Okay. Ouais, moi, je fais pas partie de ces chanceux qui peuvent storyboarder en mode déjà propre. Okay. Je peux pas, parce que pour moi, la phase de composition, elle est tellement prenante en termes de ressources. De mon cerveau, quand je réfléchis les cadrages et l'enchaînement et le placement des bulles et les textes et chaque mot, j'ai pas les ressources intellectuelles pour aussi me dire est-ce que le bras, la perspective, je peux pas penser au dessin,
Donc c'est bonhomme bâton, hein. Quand je storyboard, Ok. c'est Ah oui, bonhomme ok. bâton Ok. avec un K sur sa tête si c'est Kelly, un Y si c'est Yao. Ah ouais, ok. je ok. ne peux pas dessiner parce que déjà, en plus, ça m'embête de redessiner plusieurs fois la même Ça chose. va prendre plus de Donc temps. déjà à ce stade, c'est vraiment bonhomme bâton parce que la seule chose qui m'importe, c'est L'histoire. la composition de l'histoire, voilà, le rythme narratif. Ouais. Et une fois que c'est casé, là, j'essaie d'amener des notions de dessin et de voir l'anatomie, la perspective, le dynamisme et tout. Et une fois que ça s'est fait, je vais faire un ancrage, tu vois. Mais je peux pas, je sais pas, il y en a qui arrivent à storyboarder en même temps qu'ils font le dessin. Je me dis, mais c'est des dingues parce que moi, j'arrive pas à réfléchir aux deux trucs en même temps, tu vois. C'est un truc qui m'a un peu choqué quand je lisais Red Flowers, c'est le texte. Mm. Pour lire un tome de Red Flowers versus un tome, je sais pas moi, Awashi par exemple, le manga de foot. Ouais. Quoique Awashi, il y a du texte, non. C'est Tu vrai vois. qu'il, ouais. Vinland Saga par exemple. Ouais. T'as lu Vinland Saga ou pas? Ouais, moi Ça- j'adore. J'ai l'impression qu'il y a un peu de Vinland Saga. Bah, c'est un des trucs où vraiment tu peux sentir l'influence. En vrai, Vinland Saga, c'est vraiment un truc que j'adore. Et puis du coup, ça m'embête un peu des fois parce que je me dis, ah zut, on traite un peu des mêmes thèmes, la non-violence, la guerre et tout. Et des fois, je me dis, zut, j'ai pas envie Ouais. de, tu vois. Mais après, en fait, tu sais, genre, il y a tellement d'histoires qui ont été créées aussi. Ouais. Et des fois, c'est dur, j'imagine, quand tu crées, de séparer l'influence du plagiat, ce que tu veux raconter toi. Ouais. Donc des fois, c'est juste mieux de pas lire pour pas être influencé Ouais. et se dire, bon, bah s'il y a une similarité, c'est coïncidence. tu vois. Tant pis, ouais. Ouais. Ouais, je sais qu'on t'a fait un peu écho, je sais pas si c'était Edward Elric de Full Metal Alchemist. Parce que t'as un personnage qui à un moment a une prothèse, Ouais. mais à un moment Ouais, donné, ouais. c'est un Ouais, personnage. mais pour le coup, ça, tu vois, j'avais pas vraiment la ref. Ouais. Donc on me l'a dit, je fais, ah oui, et puis après, Ouais. je suis allé découvrir, et en effet. Mais par exemple, Avatar, le Oui. 2 de James Cameron, Oui. il y a des trucs réellement dans le cinéma, ça m'a fait chier. Hein. J'ai regardé l'écran, j'ai fait ben merde parce que ça je voulais le C'est faire. marrant que tu dis ça parce que hier soir, quand j'ai lu le tome 2, moi je suis un vrai fan d'Avatar. Tu vois. Ouais. Je me suis dit, il y a un peu ce côté aussi. Il a pompé James Cameron. non, non, pas ça, mais un peu comme aussi dans Vinland Saga où tu as un choc de deux cultures qui se connaissent pas et tu as forcément la peur, quand tu es humain, la peur de l'autre, de Ouais. comment l'autre va réagir et t'es limite mieux d'aller le tabasser en premier avant qu'il te tabasse. Tu as quand même des échos qui se faisaient et c'est marrant que tu dis ça parce que je me Non, suis non, fait mais un peu clairement, cet il y a écho. des trucs hyper spécifiques où je me suis dit, mais merde. En même temps, alors du coup, peut-être que du coup, je me suis fait influencer par le premier film qui a 13 ans. Et dans le 2, bah, peut-être que des grands esprits se rejoignent. Mais Ça, ouais, c'est non. bien. Bah, j'ai un peu digressé parce que je voulais vraiment parler d'histoire et de à quel point c'est ça, tes planches sont chargées en texte. Et c'est vrai que c'est là où je retrouve un peu cet aspect où tu as envie de raconter des histoires. Mais ça, je lutte contre moi-même. Ouais. Parce que je trouve que je mets trop de texte. Mhm. Et j'aimerais en mettre moins. Mhm. Et j'aimerais être plus efficace. Et donc ça, c'est un apprentissage que j'ai encore besoin de faire. C'est vraiment Ouais. mettre moins de texte. Et alors, si tu veux savoir le fond de ma pensée, là, c'est moi qui n'ai pas confiance totalement en le lecteur. J'ai trop peur, Qui ne comprennent pas. oui. Et c'est pas. Et j'aimerais surmonter ça parce qu'en fait, je sais que mes lecteurs, ils ont compris. Ils ont lu le 1, ils ont relevé tous les thèmes que je voulais aborder de manière subtile ou pas. Mais en fait, dans le tome 2, le tome 1, ça va. Je trouve que niveau texte, il n'est pas trop chargé. Le tome 2, il est trop chargé. Parce que j'ai eu peur. Parce que suite à la réception du 1, je me suis dit, non, j'espère ne pas décevoir qui que ce soit. Et donc, je me suis pas fait confiance à moi et j'ai pas fait confiance au lecteur et j'ai voulu trop expliquer. Et j'ai voulu trop être sûr. Ah, t'as bien compris le thème, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai trop chargé. Et ça, c'est un truc que je regrette. C'est un truc sur lequel, du coup, je travaille. Dans le tome 3, je vais faire gaffe. C'est un peu ce qu'on À appelle, laisser plus de non-dits, tu vois. ce qu'on appelle un peu le show don't tell. Oui, voilà, c'est le Montre show les- don't tell, tu vois, ouais. mais j'avais tellement peur, et je me suis laissé emporter, je vais pas te répéter éternellement, mais j'ai pas réussi à le faire sur le 2. Ouais, moi tu sais, je suis un peu le lecteur où dès qu'il y a trop de texte, je suis en mode. Ouais. Mais tu vois, des fois ça. Ah va, hein. Non, mais je peux pas, genre, en règle générale, tu sais, je pourrais te citer vraiment plein de mangas, tu vois. Mm. Et là, je vois derrière toi, tu vois, je vois Baki, où là, c'est l'inverse, c'est le total Mm. inverse, où si tu prends un tome de Mm. Baki, je pense que si tu prends les 5 premiers tomes, t'as moins de texte que Ouais. dans un tome de Red Flower, tu vois. Oui, Et ça, c'est bon, parce que c'est après, le l'extrême parti inverse. pris est différent. Puis il y a aussi le fait, je pense que, alors, parce que j'y réfléchissais vachement et je me suis dit, les Japonais ont aussi l'avantage de, eux, raconter leur histoire. Tant que ça dure, ça Ils ont le dure. temps. Et Toi, t'as donc, une chaque limite. chapitre, voilà, moi j'ai 5 tomes et je me dis, ok, vraiment, il faut que mon C'est histoire sûr. elle passe en 5 tomes. Donc, des fois, je suis obligé de blinder un peu. Parce que si j'équilibre pas bien le tome 2, bah, en fait, il va falloir que je me rattrape sur le 3, le 4 et le 5 et ça va faire des pavés de texte, tu vois. Donc, les Japonais, en soi, qui racontent au chapitre et à la semaine et tout, je comprends aussi que ce soit plus facile pour eux de se dire, bon, on met moins de texte, tu vois. Et t'as eu l'occasion de rencontrer quelques mangaka, qu'ils soient français ou même japonais. C'est vrai. C'est quoi le
plus gros conseil qu'on t'ait donné, à part faire 60 conventions? C'est pas un conseil, ça, c'était une malédiction, ça. C'était une tentative de sabotage. Le plus gros conseil qu'on m'ait donné? Ouais, sans forcément dire le mangaka, mais tu sais, genre, Ouais, ça peut être un truc très non, pratique, mais genre. je peux le citer avec plaisir parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment apporté énormément d'aide à un moment où j'étais vraiment dans le mal au niveau de ma création et que je cherchais vraiment des réponses que j'avais pas. C'était Saïd Sassine qui fait aujourd'hui Apocalypse, c'est une BD. Donc lui, il est retourné dans la BD, il était dans le manga à l'époque, Ok. je l'ai connu quand il était chez Ankama. Et Saïd, il m'a vraiment débloqué certaines choses sur la narration à la japonaise que j'avais pas remarqué, notamment la verticalité des plans et le dynamisme des cadrages. Il m'a dit Ok. non, mais fais des plans verticaux, c'est dynamique, ça bouge et tout. Arrête de composer en BD tout le temps horizontal, comme ça, comme ça. Et vraiment, il m'a dit variété cadrage, regarde là, tes cadrages sont tout le temps pareils, parce que Saïd, il est vachement rentre-dedans, tu vois. Et non, Ouais, il des m'a fois, c'est débloqué bien, un truc de ouf à l'époque, pile avant que je signe chez Glénat, en fait, il m'a dit, mais là, ce que tu fais là, c'est pas suffisant, tu vois. Et lui, donc c'est lui aussi qui m'a donné le meilleur conseil que j'ai jamais eu, c'est tout ou rien. Tu fais pas d'entre-deux. Parce que quand tu fais un entre-deux, tu finis par faire un truc un peu bateau, où genre, personne n'est satisfait, ni l'un ni l'autre. Notamment au niveau de l'équilibre d'une page, par exemple, si tu fais moitié noir, moitié blanc, ben au final, c'est plat. Alors que si tu fais trois quarts blanc, un quart noir, ou trois quarts noir, un quart blanc, là, il y a un parti pris. Ok. Et donc, si tu fais une scène de nuit, il faut qu'il y ait beaucoup de noir et un petit peu de blanc pour guider le regard. Mhm. Si tu fais une scène de jour avec la brillance, ben, il faut juste surligner des endroits en noir pour faire voilà. Mais il faut un parti pris. Et il a dit, arrête de faire des entre-deux, t'as peur en fait. Assume et va au bout de ta démarche. Et ça, c'est un conseil que j'applique dans le dessin, dans ma vie personnelle, dans mes projets. En fait, juste, c'est tout ou rien. En fait, tu fais ton truc, tu l'assumes ou tu le fais pas. Mais arrête de faire une demi-mesure où au final, personne n'est satisfait. T'as mal fait la chose, les gens en face, ils sont pas contents parce que t'as pas osé, tu vois. Et au pire, si tu le fais et tu te foires, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? T'es allé à fond, quoi. Ouais. Et là, je passe un peu du coq à l'âne, mais en ce moment, là où on se parle, il y a pas mal de débats sur l'intelligence artificielle. Yes. C'est vraiment un sujet qui revient énormément. Il y a une mise à jour sur ChatGPT notamment qui, bah, faut se le dire aussi, c'est assez impressionnant de voir tout ce que tu peux faire vraiment rapidement. C'est impressionnant de voir ces technologies. Et on voit déjà qu'au niveau du manga, il y a un peu une appétence sur certains éditeurs, notamment au Japon aussi, d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors dans un premier temps, ça va être des choses très simples comme la traduction, même si je dis très simple, une bonne traduction. Ouais, ChatGPT, il parle déjà mieux anglais que moi. Enfin, à un moment. Ouais. Ouais. Et en fait, on se parle là, on est en 2025, mais en 2035, genre, ça va être quoi? Ça se trouve, ça sera même plus un débat, ça va être on sera sur un autre débat. C'est quoi, toi, ton regard sur l'intelligence artificielle, sur l'arrivée de cette nouvelle technologie, sur le monde de l'art, et plus précisément aussi de l'histoire, et même peut-être au niveau du scénario, enfin du mangaka, je voulais dire, enfin du manga, mais aussi au niveau du scénario, genre... c'est quoi ton avis? Vaste question. Ouais. L'arrivée. Alors, déjà, dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs choses parce que c'est très vaste et ça a beaucoup de cas de figure, d'utilité et tout. Donc, je pense que toi, tu me parles de l'intelligence artificielle générative. Oui, mais même, ouais, oui. Parce que- si ça peut t'aider, ouais. ouais aussi, mais je pensais aussi au niveau du scénario. Tu vois, parce que maintenant, tu peux avoir un script comme ça. Oui, mais ça, c'est de la génération aussi. Oui, aussi. Il génère Oui, du texte. Ok. effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des intelligences artificielles qui vont analyser, par exemple, dans la médecine, des images de cancer. Ouais. Et qui sont déjà plus efficaces que les docteurs à détecter le cancer Plus rapide. à l'époque de juste une photo. Ça, pour moi, bénéf pour tout le monde, en fait. Tu vois. Donc, je veux pas mettre toute l'intelligence artificielle dans... Parce que c'est vrai que nous, dans notre domaine, dans l'art, on va en parler très négativement et que voilà, c'est très angoissant parce qu'on se sent remplacé et tout. Je veux pas mettre toute l'intelligence artificielle dans le même panier. Donc, il y a des cas de figure où moi, je suis tout pour l'intelligence artificielle. C'est quelque chose dont je suis passionné depuis tout petit. Depuis tout petit, je lisais des histoires sur les intelligences artificielles et je suis un grand fan de Dune et tout. Ah, ok. Et depuis tout petit, je voulais écrire une histoire sur l'intelligence artificielle. Et sauf que moi, alors, j'avais genre, je sais plus, j'avais 9-10 ans et je me suis dit, la singularité, quand est-ce qu'elle arrive? Et je me suis dit, ah, ça doit être 2035. Et je me suis complètement foiré parce que du coup on est en 2025 et c'est déjà presque là et je me suis dit Ouais. merde parce que j'avais un scénario que je voulais faire sur Ok. l'intelligence artificielle et si je l'avais fait il y a quelques années j'aurais été visionnaire gars. Ouais. Aujourd'hui les gens vont me faire bah ouais en fait Ouais, c'est la on a base. vu hein, on est là frérot. Donc bref je suis un peu dégoûté pour ça mais pour répondre à ta question en vrai moi
je le vois pas du même œil, même dans l'art, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui vont pas être contents, mais je trouve que la question de l'intelligence artificielle, l'arrivée de l'intelligence artificielle pose une question très intéressante à tout le monde. C'est qu'est-ce que c'est qu'être humain et comment est-ce que nous, on s'identifie au fait d'être humain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, tu sais, la scène avec Will Smith et le robot là, est-ce qu'un robot peut faire un tableau? Est-ce qu'un robot peut composer une symphonie? Et le robot lui répond, et toi, est-ce que tu peux le faire? Et Will Smith, il est un peu en mode, ah bah ouais, c'est vrai que je peux pas le faire. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont, on a une définition hyper nébuleuse de qu'est-ce que c'est que l'art. C'est quoi l'art? Parce qu'on y accorde énormément d'importance. On dit ouais, l'art, c'est à préserver l'art, mais c'est tellement vague. C'est quoi l'art en fait, tu vois? Parce qu'il y a plein de choses que je vois aujourd'hui dans l'art que moi je trouve qu'il faut préserver. La créativité humaine, le fait de vouloir pousser plus loin, trouver des nouvelles formes d'expression, de communication, susciter des émotions chez son lecteur ou les gens qui regardent un tableau, qui vivent des trucs. Moi je trouve que c'est dans ces petits moments-là, de cette volonté d'artiste d'évoquer des sensations, de communiquer un truc, de traiter de sujets, tu vois. Pour moi, ça, c'est l'art, en fait. C'est une volonté humaine. Et je n'ai pas encore la définition. C'est un truc que je creuse ces temps-ci parce que la question se pose. Par contre, il y a beaucoup de soi-disant artistes où je regarde ce qu'ils font et c'est juste un vieux fan art, pas très bien fait en plus, qui vendent 30 balles en convention. Et eux, ils sont là à gueuler, ouais, l'intelligence artificielle nous remplace. Et moi, je regarde ça et je dis, mais gars, ce que tu faisais, c'est déjà un peu du recopier. C'est un peu du recopiage, recopiage, tu prends plus de temps que ChatGPT. Voilà, c'est ça. Quoi. Et en plus, tu vends un truc qui n'est pas ta propriété intellectuelle, tu le vends à des prix, moi, je ne serais pas tranquille. Donc, à un moment, je dis, c'est quoi l'art? Parce que pour moi, et c'est subjectif, pour moi, c'est pas de l'art, ça. Mais je connais d'autres potes qui font du fan art, mais qui, eux, vont aller au-delà de juste reprendre le vieux portrait de Luffy, là, et qui vont en faire tout un truc. Il y a une vraie recherche créative. Et c'est pour ça que je dis c'est si nébuleux, parce que j'ai même du mal à mettre les termes dessus. Mais donc, eux, je suis en mode, ouais, je vois la démarche, même si j'aime pas trop le fan art, le fait de commercialiser le fan art, pour moi, j'aime pas. Ouais. Je vois le truc, tu vois. Et il y en a d'autres où je me dis, toi, tu te plains contre les stands IA, parce que je parle de convention, c'est un peu mon expérience, tu vois, mais les stands en convention qui vendent que des portraits par IA, ils se font blinde de thunes. Éthiquement, je suis pas d'accord. Ouais. Mais je suis pas non plus d'accord avec les artistes qui décrivent ça en mode on est remplacé. Ouais, mais gars, tu faisais un truc que moi je cautionne même pas depuis le début en fait. Donc la question elle est hyper polémique en plus. Elle est hyper pointilleuse, elle est difficile à aborder. Mais je trouve que au-delà de mon opinion à moi et au-delà de ce qui se passe, la question de l'intelligence artificielle qu'elle nous pose, elle est face à nous humains. Elle dit qu'est-ce que vous amenez c'est quoi la valeur que tu vas apporter en plus? C'est ça. Ok, t'es un artiste, mais c'est quoi ta valeur? C'est ça. Quoi que elle nous met un miroir devant notre gueule et elle te dit qu'est-ce que tu apportes en fait? Parce que moi, je peux le faire. Et en fait, pour moi, si tu fais un truc... Je pense que je m'exprime pas bien, mais... Ouais, j'ai peur de dire un truc que j'ai pas bien réfléchi. Mais la sensation que j'ai, c'est que... Il y a des trucs que l'intelligence artificielle recopie très facilement. Et que pour moi, c'est pas les trucs les plus intéressants, tu vois. Mais il y a des choses, je vois des artistes qui font des trucs avec un tel parti pris unique que je me dis, mais jamais. Après, oui, une fois que tu as pris 5 fois leurs images à eux et que tu l'as donné à l'intelligence, elle peut recopier, tu vois. Donc ça, c'est un problème en soi. Ça, c'est vrai qu'il y a des dérivés éthiques graves dans le fait de prendre le travail de gens et d'entraîner des intelligences sur ce travail-là. Et après, eux, ils se retrouvent noyés dans des trucs qui ressemblent à leurs trucs. Et le public n'est pas assez averti pour... trier et faire la différence. Ça, il y a un vrai problème et ça, j'en ai un peu peur aussi. Ouais, surtout quand toi, tu as passé énormément de temps à te faire chier, à apprendre à dessiner. Oui, voilà, il y a des artistes dont le style est tellement connu et tellement apprécié que ils ont été les premiers à être plagiés en fait et aujourd'hui, ils se retrouvent un peu sans boulot parce que voilà. Donc ça, il y a un réel problème. Mais bon, passons ce truc-là. Il y a quand même ce côté qui m'intéresse de fou, d'être confronté à l'IA. Moi, le jour où l'IA m'inquiétera vraiment, c'est le jour où l'IA pourra proposer une histoire où, ne sachant pas que c'est une IA qui l'a écrite, je ressens un truc de ouf et je dirais, waouh, ce truc ça m'a changé ma vie. Est-ce que tu penses que tu l'as pas déjà vécu ce moment? Je sais pas. Peut-être demain on me dira, bah tiens, ça. Peut-être on me dira James Cameron, Avatar 2, il l'a fait par IA, et là je serai en mode, bah merde, en fait, tu vois. Et ce jour-là, je me dirais, bah il y a une réelle question à se poser sur qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et parallèlement, je pense qu'on a aussi une responsabilité d'éduquer le consommateur. Parce que les gosses de 12 ans que je vois arriver en convention, un portrait de Sasuke, mais 25 balles.
C'est pas un produit officiel, c'est pas un dessin tu vois, et donc là, il y a une éducation à faire en fait. Gars, apprends, tu vois, on a tous dû apprendre à apprécier qu'est-ce que c'est que l'art abstrait par exemple. Moi, la première fois que j'ai vu de l'art abstrait, ma première réaction c'était c'est de la merde, je peux faire pareil. Mais il y a certains artistes où tu apprends à apprécier la technique, la maîtrise, le machin, et là au final tu te dis, ah, ok. Et tu comprends la subtilité du truc. Et donc je pense qu'il y a un travail à faire, nous en tant qu'artistes, de dire aux gens, voilà ce qu'on crée, voilà. Mais pour faire ça, il faudrait déjà qu'on crée un truc qui ait réellement de la valeur. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'art qui est commercial. Ouais. C'est l'intérêt des gens aussi derrière. Genre comme tu dis en convention, quand tu te pointes avec des dessins de Sasuke, tout ça, je peux comprendre. Après, peut-être c'est aussi le début de... Tu sais, c'est comme ça que tu apprends aussi. Hein. J'imagine que quand toi, tu as appris à faire du manga, tu as dû aussi apprendre. Donc c'est peut-être eux, leur début d'apprentissage. Mais je comprends ton... Oui, non, mais il y a le début de l'apprentissage et il y a en faire ton full métier. Non, mais c'est une grosse différence. Tout le monde peut faire du fan art. D'ailleurs, c'est comme ça que ça commence. Ta passion pour le dessin, ta passion pour l'art. Tout le monde peut faire du fan art. Mais aujourd'hui, ils vendent tes fan art que tu as imprimé. Moi, je connais les prix des imprimeurs. Hein. Je fais imprimer des prints aussi, tu vois. Vendre ça 35 balles en convention. Non, il y a une différence. Il y a une différence. Et moi, je vais me faire lyncher par certaines personnes. Non, mais moi, en vrai, je te comprends énormément parce que toi, derrière aussi, tu as tout un travail aussi de développement. Et comme tu dis, tu vois le truc de l'intérieur, tu sais combien. J'ai jamais fait de fan art. J'ai jamais fait de fan art et je le sais en convention que les stands où les gens s'arrêtent parce qu'ils ont vu Naruto, ben ils vendent 3 fois plus qu'un stand où les personnages tu les connais pas. Donc il faut que tu apprennes à les connaître. Mais moi je refuse de faire du fan art, je peux pas. C'est pareil dans la création de contenu vidéo. Si demain je fais une vidéo sur Naruto, la vidéo elle va bien marcher parce que les gens ils vont voir sur la miniature, il y aura Naruto versus un manga un peu moins connu. Genre la dernière vidéo que j'ai sortie c'est sur Gutanabe, quand même connu. Et tu sais, je sais que c'est pas une vidéo qui va marcher de fou quoi. Mais voilà, et donc là, passons aux vidéos du coup pour m'éloigner un peu de mon sujet à moi. Mais dans les réels, là, je traînais sur Instagram récemment, je vois des réels avec une mise en scène, une réelle volonté de faire des jeux d'éclairage, une créativité, même une réalisation digne de cinéma, tu vois. Il y a des créateurs qui sont drôles. Ça s'appelle Greedy Boy. Greedy Boy, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je sais pas si tu as vu, par exemple, il a fait le dernier Kagurabashi. Un de ses derniers, c'était Kagurabashi. Non, je connais pas, mais je vois le manga dont tu parles. Mais tu vois, justement, c'est ça, il met en scène un peu. Et c'est vrai que dans la création de contenu, tu as quand même des gens qui sont très chauds. Donc, il y a ces gars-là. Et de l'autre côté, il y a les gars qui reprennent mot pour mot le même réel qu'un gars a fait avant parce que le réel est en train de buzzer. Donc, ils refont tous la même vanne avec les mêmes cadrages, avec les mêmes textes. Et si jamais une IA un jour arrive à pondre des réels comme ça et que ces gens-là commencent à se plaindre, vous nous remplacez, je serais le premier à leur dire, mais ce que tu faisais, ça a zéro valeur. Tu vois. Les fameuses tendances. Tu as rip un truc, tu l'as refilmé. Parce que ça buzz. L'autre jour, j'ai scrollé 3 réels comme ça. C'était 3 fois la même vanne. Par 3 comptes différents. J'ai fait du coup, au final, c'est qui le premier? Non, ça, c'est des tendances. Et en fait, tu recopies souvent les tendances. Et moi, quand je fais des tendances comme ça, j'essaie toujours d'apporter un peu qu'est-ce que je peux faire en plus. Mais comment je peux le tweaker et apporter ma patte qui fait que moi, créateur de contenu, je sois vraiment un créateur de contenu et pas un suiveur. Quoi. Et en plus, et je le dis souvent ces temps-ci, j'aime pas le terme contenu, j'aime pas ça, créateur de contenu, parce que comme si on avait besoin de remplissage dans nos vies. Tu vois, c'est même plus de l'art au final, c'est même plus de l'art, c'est du contenu. C'est là pour remplir les journées des gens, c'est là pour être consommé. Et moi, ça m'énerve cette tendance-là. Et donc, s'il y a des créateurs de vidéos comme ça qui disent ouais, on se fait remplacer par une IA qui génère des réels, je suis chais au final, parce qu'en fait, ce que tu faisais, c'était pas ouf. Et donc, on est confronté par... Et je le comprends, la tentation de voir des centaines de milliers de likes sur un post comme ça et de voir le rip et machin. Et quand toi, tu fais ta vidéo sur Gutanabe, personne fait gaffe ou alors 10 fois moins. Je comprends le truc. Moi aussi, je le sais que quand je suis en convention avec Red Flower, il faut que j'explique aux gens ce que c'est et tout, le temps qu'ils comprennent. Je comprends, tu vois. Mais c'est là le dilemme éthique et le dilemme individuel qu'on a à faire face à l'arrivée de l'IA qui nous pompe des trucs commerciaux à n'en plus finir. Et de voir est-ce que tu veux jouer à ce jeu-là ou pas. Parce que du coup, pour revenir à ta question initiale, comment je vois l'arrivée de l'IA, pour moi, il y a 2 tendances possibles. C'est un peu comme ça que... Et puis, on verra un petit peu par la suite, mais soit on finit submergé par une vague de contenu créé artificiellement à une vitesse que l'humain ne peut pas suivre, et les gens ne sont pas éduqués à qu'est-ce que c'est que du contenu de qualité
ou qu'est-ce que c'est que de l'art. Et donc ils consomment ça, et donc ça va juste appauvrir tout le monde, en fait, ça va appauvrir les gens, on va s'abrutir. Et moi je suis le premier à scroller sur Insta, hein. Je fais pas genre, je suis un espèce de gars cultivé. On va juste s'abrutir tous, et ça va être ça, au final, tu vois, on va oublier qu'est-ce que c'est qu'une vraie cinéma, comme ils disent Scorsese, tu vois. On va oublier ce que c'est. Ou alors, et ça c'est le côté plus optimiste, on va se recentrer vers des créateurs humains. Et on va retourner à la rencontre de l'autre, en convention par exemple, sur les salons de BD, dans les festivals. Et on va partager des choses que l'IA ne peut pas copier parce que ce sera en physique. Tu vois. J'imagine un monde où l'Internet est tellement saturé par des trucs générés automatiquement que tout le monde a la flemme en fait. Tu peux pas, parce qu'à la base de pourquoi on consomme de l'art, on a envie d'une connexion humaine. Parce que moi, le premier truc que je vois que j'ai envie de faire quand je vois un réel que je kiffe, c'est de le montrer à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui a de la valeur pour moi dans ce que j'ai vu. Le fait de pouvoir le partager à quelqu'un d'autre et partager ce moment de « Ah ouais, c'est drôle en fait » ou « C'est touchant ». Par contre, si l'IA, elle génère 3000 réels à la minute, personne ne pourra partager quoi que ce soit parce que personne n'aura vu ce qu'auront vu les autres parce qu'il y aura trop de trucs à consommer. Ouais. Et donc à ce moment-là, ça perd tout son intérêt de connexion humaine. C'est ma théorie sur le truc, ça se trouve, je me trompe de ouf, on va vivre dans le Matrix, tu vois. Chacun sa réalité, chacun son... Voilà. Mais j'ose avoir l'optimisme de me dire... ça va pousser les gens à retourner les uns vers les autres et à venir en convention en mode « Ah ouais, t'es un auteur, t'es mangaka, putain, c'est toi qui as dessiné ça, ah trop cool, tiens, il regarde mon truc. » J'achète, je lis et je reviendrai l'année prochaine te dire comment... tu auras ce contact humain. Voilà, c'est ça. Moi comment je vois l'évolution de tout ça, là, de l'intelligence artificielle, et ce qui me fait un peu peur, et je pense que ça va se tendre vers ça, c'est que je pense dans un avenir, 10 ans, 15 ans, tu auras une plateforme, style Netflix, tu cocheras tes tags genre moi je veux une histoire qui se passe en Amérique, au Texas, je veux que le personnage principal ça soit... C'est pas déjà le scénario d'un truc ça? Il y a un film qui est sorti comme ça? Ouais, mais peut-être. Mais là vraiment tu vas cocher un peu tes cases comme ça, et là boum tu vas avoir ton histoire. Ta série faite pour toi. Qui est en plus basée sur l'historique de ce que tu as aimé aussi, parce qu'avant tu en aurais consulté, donc tu aurais dit je like et tout ça. Et là, tu auras ton webtoon, ton manga ou ta série. Mais pour moi, ça, c'est la dystopie par excellence. Parce qu'en fait, en tant qu'auteur, je trouve que non seulement c'est mon taf, mais c'est aussi mon plaisir à moi de surprendre le lecteur et de lui amener quelque chose qu'il ne pensait pas qu'il aurait aimé, mais qui va l'amener à sortir un petit peu de sa zone de confort aussi, tu vois. Ouais. On a tous lu Naruto, on kiffe et tout, mais de temps en temps, tu sais, on tombe sur une recommandation en mode ah bah tiens, ça j'aurais pas lu moi. C'est aussi le taf des libraires en fait. Au final, les libraires ils sont là pour nous sortir un peu de notre zone de confort et nous proposer des choses qu'on n'aurait pas forcément regardées. Parce que si on se contentait juste de nos propres recommandations en mode bah ouais, moi je lis tout le temps ça donc je veux lire que ça, bah au final c'est la mort du progrès, c'est la mort de la croissance. C'est dommage, de. Mais je te jure, il y avait un film qui est sorti comme ça où justement. Tout était généré, il y a des séries qui se généraient automatiquement sur la vie spécifique de chaque personne. Il y a un scénario comme ça, j'ai regardé un film comme ça. Dans Black Mirror peut-être Black Mirror, peut-être autre chose, mais j'ai vu un truc comme ça. Ouais, j'ai vu un truc comme ça. Mais pour moi, c'est obligé qu'il y aura une technologie comme ça un jour. Ça va arriver, hein, ça va arriver. Déjà, tu peux le faire toi-même de ton côté avec ChatGPT, tu vois. Ça. Mais comme tu dis, le scénario que ça va t'apporter, est-ce que ça va te raconter vraiment quelque chose versus le taf d'un vrai artiste qui va y mettre du sien, qui va... Regarde, si je vais être polémique un peu là. ChatGPT, moi je lui demande de générer un scénario, je trouve pas ça ouf. Et j'ai testé aussi. Mais est-ce que tu as vu la qualité des derniers films Marvel qu'on nous a servi? Tu vois ce que je veux dire? Genre à un moment, ouais, est-ce que ChatGPT il écrit pas des trucs déjà un petit peu mieux que le truc bateau qu'on a eu niveau Marvel sur les derniers films? Et je dis ça avec tout le mépris qui dégouline de ma voix, tu l'entends. Et malgré ça, il y a des centaines de personnes qui disent ah ouais, les derniers films Marvel, trop ouf, tu vois. Donc j'ai pas envie de cracher sur ces gens-là non plus parce qu'ils ont le droit d'aimer des trucs, tu vois. Mais quelque part au fond de moi, il y a une partie de mais attends, mais où va le, tu vois, genre vraiment c'est ça que vous nous avez écrit, tu vois. Et quand je trouve un film de ouf, il est pas connu ou il a pas le succès qu'il mérite. Après tout est subjectif, mais c'est là où on revient sur l'éducation des gens, comme tu dis, de pas forcer les gens, mais de plus prendre leur tête, leur dire regarde, t'as aussi d'autres horizons, t'as pas que Naruto, t'as pas que One Piece, t'as ces mangas là qui peuvent t'apporter des fois bien plus. Moi c'est souvent quand je vois les gens qui commencent les mangas,
Et moi, je suis passé par là. Naruto, One Piece. Tu vois, Naruto, One Piece. C'est le feu Naruto, hein. Faut pas. J'ai commencé par ça. C'est le feu. J'ai commencé par ça, tu vois. Mais quelqu'un qui va commencer le manga aujourd'hui par One Piece et Naruto, il doit acheter 140 tomes, même Ouais. pas, quasiment 200 tomes. Oui, voilà, mais le manga ne se limite pas à. Enfin, regarde, je pense un meilleur exemple pour moi, c'est. Parce que Naruto, vraiment, je le tiens ici. C'est Dragon Ball. Ouais. C'était innovant à l'époque. Aujourd'hui, frérot. Ça sort aujourd'hui. Tournoi, Kamehameha. Ouais. Plus grand tournoi, plus grand Kamehameha. Ouais. Mais parce C'est que bon. ça a été un peu le précurseur de Bah ça. oui, Et en fait, il y a oui. tellement de gens qui ont, tellement de mangaka qui ont repris cette thématique parce que C'est ça ça. marchait aussi, C'est ça. c'est financier C'est aussi, ça. hein, faut C'est pas ça. se mentir. Ça marchait que maintenant tu regardes Dragon Ball avec un œil nouveau, c'est comme ah ouais, C'est ça. tu vois un peu toutes les failles Mais et tout. Même il si faut c'est extraordinaire, évoluer, et c'est ça le travail des artistes, c'est ça le travail des scénaristes, des raconteurs, des créateurs. C'est d'évoluer et d'innover et de pousser plus loin qu'est-ce qu'on propose aux gens pour pas répéter les mêmes vieux scénars avec une nouvelle sauce. Ah, c'est Dragon Ball, mais cette fois-ci dans un monde post-apo. Ah, c'est Dragon Ball, mais cette fois-ci avec de la fantasy. Ah, c'est, tu vois. Ouais. Et au final, parce que l'industrie du manga actuel, peut-être, si on peut créer une parallèle, se comporte un peu comme une IA, dans le sens où le Shonen Jump, ils ont leur recette. Hein. Ah, ouais, 100%. Demon Slayer, le succès mondial que ça a eu, mais quand tu regardes qu'est-ce que ça raconte, oui, c'était la recette Shonen Jump par excellence, tu vois. Ouais. Mais en même temps, maintenant je vais sauter de l'autre côté, je peux pas en vouloir aux gens d'aimer ça, tu vois. Qui suis-je au final pour faire mon gars hyper élitiste en mode ah non, mais moi j'aime que l'art, vous comprenez l'art. Je peux pas leur dire t'as pas le droit d'aimer Dragon Ball, t'as pas le droit d'aimer Demon Slayer. Tu peux faire les deux. Donc si au final un jour l'IA est capable de générer des trucs qui réellement satisfait les gens et ce jour-là, bah, j'aurai pas de taf et... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, qui suis-je pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils devraient aimer? Tout ce que je peux faire, c'est essayer de les surprendre avec Red Flower, essayer de les surprendre avec les créations et croiser les doigts. Mais c'est pour ça que je te dis que... C'est pour ça que je te dis que ma perspective là-dessus, elle n'est pas vraiment en accord avec tout ce que je vois sur les réseaux en mode non à l'IA générative, tu vois. Je suis pas anti, je vois pas ça d'un très bon œil, mais je trouve que le plus gros problème dans l'IA, au final, c'est l'humain, tu vois. C'est pas l'IA le problème, c'est l'humain. C'est le fait que nous, on consomme un peu n'importe quoi. Après, la société, elle a ses tendances et tout, mais... Si, ouais, voilà, l'IA, moi j'ai pas envie qu'elle me remplace, mais le jour où elle écrit mieux que moi, bah, je me poserai réellement des questions sur qu'est-ce que je fais à écrire, tu vois. Ouais. Je le vois comme ça. Ouais. Là, je le dis parce que on est en fin de podcast et que généralement ceux qui regardent, c'est vraiment. On n'a même pas parlé de ton étagère. On va tout parler, on va parler de tous les mangas. Mais non, mais moi, en ce moment, j'explore, je fais un webtoon. Ouais. Donc il y a un artiste qui dessine, moi je fais le scénario et le lettrage. Et bon, évidemment, le dessin, il est fait à la main et tout ça. Et moi, là où j'ai l'input de l'IA, c'est sur la correction du texte. J'écris très mal. Je sais que je suis pas, je suis pas scénariste. Moi, je me suis un peu lancé ce challenge parce que c'était un rêve de gosse. Je lis beaucoup d'histoires. Je me suis dit, putain, j'aimerais bien raconter aussi des choses. Mais je suis pas scénariste. J'ai jamais lu des livres sur le scénario. J'ai pas l'ambition et la pertinence de me dire bah tiens je vais être scénariste du jour au lendemain, tu vois. Et donc là où l'IA va m'aider, c'est plus sur la rédaction, la formulation des textes, mais à un moment je me dis, tu sais, donc là il me sort des mots, enfin tu sais, je lui pose une phrase, il va me dire t'es mieux de l'écrire comme ça parce que c'est plus fluide. Je me pose 2 secondes, je regarde les 2 phrases et je me dis mais non, moi je veux la façon dont je veux dire la chose, même si c'est peut-être ça sonne peut-être moins bien, moi je veux le dire comme ça. C'est dans ces imperfections là qu'on trouve ta sensibilité à toi, tu vois. Genre, l'IA, elle va te dire oui, c'est mieux d'écrire comme ça, mais c'est parce qu'elle a vu 3000 trucs qui étaient écrits comme ça avant. Mais du coup, oui, si c'est juste pour enlever, si c'est juste pour le rendre générique, ton truc, et enlever tout ce qui te rend toi, et tout ce qui te rend unique et tout, bah moi je trouve ça dommage au final. Alors que par contre, si c'est pour relire ton texte et enlever les fautes d'orthographe, là je te dis bah oui, utilise l'IA, elle connaît mieux la grammaire que moi, en vrai, vas-y. Mais encore une fois, c'est à toi, humain, de faire un choix sur comment tu incorpores l'IA à ton travail et de savoir et d'avoir la discipline de t'arrêter en mode là, l'IA, elle me sert de béquille sur un truc que je maîtrise pas, et là, l'IA, elle est en train de me remplacer. Et c'est à toi de t'arrêter, tu vois, et de dire, bah moi, je n'irai pas au-delà de ça. Moi, aujourd'hui, j'utilise l'IA pour des trucs. La moitié des prénoms de mon histoire, je cherchais des prénoms spécifiques, j'ai pas accès à toutes les sonorités de toutes les langues ouest-africaines de machin. J'ai demandé à l'IA, trouve-moi un prénom qui veut dire telle chose avec, en plus,
qui commence par une sonorité KA et qui serait de cette tribu spécifique, il est allé me pomper un truc que je suis allé vérifier derrière. C'était exactement ce qu'il me fallait. Ouais. Je l'ai eu en 5 minutes. J'aurais passé des heures et des heures et des heures à chercher ça et je l'aurais même pas trouvé parce que j'aurais abandonné, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, là, ok, ça me sert de... C'est cool. C'est ce que je voulais. C'est rapide. Ça m'a aidé, ça fait le taf. Par contre, jamais je demande à l'IA d'écrire mon prochain chapitre. Je préfère écrire le prochain chapitre de Red Flower et qu'il soit imparfait et qu'il soit honnête et sincère et que ce soit ce que je veux raconter que d'écrire un truc qui, oui, scénaristiquement, répond à tous les codes qu'ont fait tous les gens avant moi, mais qui au final finit générique et bateau, tu vois. C'est marrant que tu dis ça parce que moi aussi j'ai utilisé pour chercher des noms, sans spoiler le pays, j'avais besoin d'un langage qui est vraiment, je n'étais pas du tout expert. Ça m'a vraiment aidé pour générer non, des noms. Non, mais et... l'IA a une place, tu vois. J'aime pas les discours manichéens de non à l'IA générative, non. Non. C'est pas suffisant, tu vois. C'est plus possible. C'est pas suffisant. Déjà, c'est plus possible. Et de deux, c'est pas suffisant. Il faut qu'on sache quelle place a l'IA dans la société, quelle place est-ce qu'on veut lui accorder, et d'avoir la discipline, nous, en tant que consommateurs, en tant que lecteurs, en tant que créateurs, de dire là, c'est stop. Tu vois ce que je veux dire? Puis, on s'est vachement écarté du concept parce que normalement, je voulais piocher des mangas qui étaient dans ta mangatech. Mais j'ai bien joué mon jeu parce qu'en fait, j'ai pas de manga dans ma mangatech. Ouais, c'est ça. En fait, c'était ça le plot twist, c'est qu'il a pas de mangatech. J'ai pas de mangatech, moi. Non, mais tu dis ça, mais t'as quand même des références. J'ai pas de manga. T'as quand même des références sur ce que t'as lu, ce que t'as pu lire, et tout ça. Donc moi j'ai vu que t'as One Piece, évidemment, le Samouraï Bambou aussi que t'as. Ah oui, j'adore Samouraï. Que t'as adoré. Ouais, typiquement le Samouraï Bambou. Va entraîner une IA là-dessus. Tu vois les dessins, genre le parti pris, la simplicité. Le gars, c'est même pas hyper technique. Enfin, c'est hyper technique, mais c'est pas du dessin photoréaliste. En fait, c'est son style aussi. C'est de la pure expression humaine de l'émotion qui se dégage de 2-3 coups d'aquarelle. Tu peux pas entraîner une IA là-dessus. Ouais. Parce qu'en fait, c'est tellement différent à chaque cas, c'est du jamais vu. Chaque page que je tourne de Taiyo Matsumoto, c'est une masterclass de ce gars, c'est un maître. Tu peux pas entraîner une IA, ce gars il sera jamais remplacé par une IA, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Il a son style tellement propre à lui. Ouais, voilà, il a son vécu, il raconte des trucs. L'imperfection du trait. Tu te prends la baffe de ce qu'il raconte en pleine gueule, tu te dis putain, ça tu le ressens. Mais genre moi, Tokyo ces jours-ci, je le lisais, j'étais en mode Et ça, une IA, elle peut pas le remplacer. Ouais. Elle pourra refaire un truc qui y ressemble, mais elle pourra jamais innover comme il le fait. Et le jour où elle peut faire ça, on est foutu. Tu vois. Mais il y a des trucs qui sont hyper bateaux, hyper classiques. Oui, l'IA aujourd'hui, elle te le refait. Tout le monde faisait le style Ghibli, tu vois, mais c'est parce que Ghibli, il y a tellement de références, ça existe depuis tellement longtemps que l'IA, elle peut imiter le truc vite fait, tu vois. Je dis pas que Ghibli, c'est pas bien, hein, mais je veux dire qu'il y a des choses qui sont plus faciles à imiter que d'autres à cause de la quantité d'exemples qui existent déjà, tu vois. Et Taiyo Matsumoto, pour moi, c'est chaque œuvre qu'il fait, ça change de sujet. Il a fait Ping Pong, il a fait Samouraï Bambou, il a fait Tokyo ces jours-ci. C'est un gars, mais il se renouvelle à chaque fois. Chaque fois qu'il raconte un truc, c'est pertinent. Ça dégouline de vécu et de... Oh là là. Lui, il n'a pas à avoir peur de l'IA, tu vois. En plus, il est un peu âgé pour ses conneries, on va dire. Mais c'est vrai qu'il a son style. Même dans, tu sais, tu parlais tout à l'heure, les imperfections aussi, ça fait les détails et tout. Son trait, tu sais... Je dirais pas que c'est pas la perfection, mais tu sais que tu sens que son trait est organique. Tu sais, c'est pas un trait... écolier, enfin très scolaire et tout, c'est vraiment, et dans Ping Pong, moi je l'ai découvert assez tard, je l'ai découvert l'année dernière avec Ping Pong, j'ai pris une claque énorme. Mais oui. C'est dans la composition, dans le mouvement, tu sais, le Ping Pong, je m'en fous un peu du Ping Pong, tu vois. Ouais. Mais à travers l'histoire, à travers les gestes, tu ressens tout. Mais Ping Pong, ça parle pas de Ping Pong. Mais non, c'est ça, tu ressens. C'est ça qui est ouf. Tu ressens, c'est l'histoire de deux. Et cette subtilité d'émotion humaine, une IA peut pas t'écrire un texte avec autant de sous-texte. Tu vois ce que je veux dire ? Autant de vécu. Ouais, autant de vécu. Une IA, elle peut pas t'écrire ping-pong. Parce que ping-pong, c'était trop... Il y avait des niveaux, tu vois. Non, je suis entièrement d'accord. Voilà, donc ça, c'est dans ma mangatech, pour le coup. Ça, c'est un de mes coups de cœur du moment. Tokyo ces jours-ci, c'est une masterclass. Et en plus, ça parle d'un gars... Tiens, regarde, ça parle d'un gars qui est pas satisfait du manga aujourd'hui. Il dit, les gars, c'est pas ouf ce que vous faites. Viens, je vais faire le manga parfait. Et je trouve ça incroyable. Comme récit. Ah, ça doit faire écho. Ouais, je me sentais visé. Hein. Je me sentais visé, j'étais en mode waouh. T'es un peu dur, franchement, t'es un peu dur avec toi. Oui, mais encore une fois, je te dis, c'est mes exigences. Moi, je suis maso à fond. C'est pour ça que je passe autant de temps sur le storyboard, c'est parce que je suis à la poursuite
d'un espèce de... Comment on appelle ça? Idéal. D'idéal, voilà, merci, c'est exactement le mot. Je suis à la poursuite d'un idéal et je soupçonne que je le trouverai jamais, mais je pense que bah, est-ce que le vrai trésor c'était pas le chemin, les amis, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est dans la poursuite de cet idéal qu'au final l'expérience humaine prend son sens, tu vois. Et la finalité du truc, on l'aura jamais, tu vois, il y aura jamais la perfection. Mais une IA qui essaie de faire les trucs à la perfection et tout, on sent que c'est pas humain, on se dit bof, tu vois. Ouais. Bah écoute, sur ces mots. C'est pas une belle note de fin, ça? Franchement, Oh là là, c'est. quelle dinguerie. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça, Quelle Louis. dinguerie. C'était un plaisir de partager avec toi. Merci, cette mec. expérience, ton expérience et tout. J'espère que tu seras là pour moi quand je me prends la déferlante d'artistes en ligne qui me disent sale traître. Écoute, je vais être avec toi. Je t'ai envoyé mon équipe de communication. Merci, gars. Je sens que là, je vais hiberner pour faire le tome 3. Comme par coïncidence, tu vois. Je vais disparaître des réseaux. En vrai, c'est ce que je te souhaite. Merci. C'est de prendre du repos, prendre un peu de temps pour toi. En respectant les deadlines. En respectant les deadlines, hein. Mais de prendre du temps pour toi et de te concentrer sur ton art et de nous régaler, de continuer de nous régaler avec les tomes. D'ailleurs, la librairie où tu étais en dédicace Otaku m'ont donné un exemplaire en plus du tome 1 et tome 2. Ouloulou. Je vous le fais gagner au premier qui écrit Red Flowers en message privé sur Instagram. Vous m'envoyez un message privé, t'écris Red Flowers, je t'envoie les 2 premiers tomes. Et moi, Julien, il va le faire là. Le truc, il sera même pas sorti. Parce qu'on le dit pas, mais là on a un spectateur, c'est la Halte. C'est notre producteur, c'est le producteur. C'est notre producteur, il nous a accueillis chez moi. Je me suis régalé, c'était trop bien. Bah, écoute, quelle dinguerie. Donc, non, franchement, merci mec, ça fait plaisir. Hein. Merci pour l'accueil, merci pour le décor, il est trop ouf. Écoute, franchement, cette tournée montréalaise a été mémorable. Tournée internationale. Je suis refait là, qui n'est pas encore fini, mais je suis requinqué là. Tous les réseaux de Louis seront en description évidemment si vous voulez aller suivre son travail. Je vous invite évidemment à découvrir Red Flowers, évidemment. Et Tokyo Sage aussi. Les deux. Voilà. Bref, c'était un viewer et juste Louis. Tiens, je peux te le reprendre. Merci à toi. Et bonne journée, bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent. À la prochaine. Et voilà. Code de fin les gars, that's a wrap.